Bonjour à tous, donc bienvenue dans cet extrait de notre podcast 1000% que nous avons tourné avec le docteur Mouton sur le cerveau. Donc pour le retrouver, c'est très simple, on vous mettra les liens en description. Vous le savez, le docteur Mouton est bavard, donc on a coupé l'épisode en deux, plus de 3 heures d'enregistrement. Si vous voulez le retrouver facilement, il suffit de taper un cerveau à 1000% avec Georges Mouton et vous allez le trouver très facilement. En tout cas, on remercie encore le docteur pour sa disponibilité, sa gentillesse et surtout de nous transmettre son savoir. Je vous laisse écouter l'extrait et peut-être que ça vous donnera envie de l'écouter dans sa globalité sur notre chaîne. À très vite et encore merci, Docteur Mouton. Vous êtes des fous furieux ou quoi? Vincent, je t'en prie, Georges, je prends la tu parole. parles des nootropiques. Donc tu dis que toi, c'est pas les stimulants que tu cherches, mais de ce que j'ai pu entendre de ta description, c'est des antioxydants. Donc la santé mitochondriale est au centre du sujet. Il y en a Euh, plein dans ma liste. ok, donc c'est vraiment des protecteurs de nos mitochondries dans les cellules neuronales. Oui, oui. Et avec, c'est souvent des actions très pléiotropes. À vos dictionnaires, les gars. J'ai pas compris. Pléiotrope, pléios en grec, multiple. Allez, prends un peu de culture, quoi, bordel. Enfin, pardon. On enlève ça au montage. C'est souvent, ces nootropiques sont souvent antioxydants et souvent anti-inflammatoires. D'ailleurs, ce qu'il y a dans le café, ça a aussi des vertus anti-inflammatoires. Hein. Le café, alors excusez-moi, mais voilà, 70 berges, sexe mâle, prostate, moi, j'ai envie de bénéficier de l'effet incontestable de réduction du risque du cancer de la prostate chez les buveurs de café. Alors, c'est toujours les études épidémiologiques, évidemment. On n'a pas sélectionné 200 000 personnes et donné du vrai café à certains, du faux café à d'autres, une étude qui coûterait quelques centaines de millions d'euros. On n'a pas. C'est toujours épidémiologique. Et il y a des biais de recrutement, ok? Les buveurs de café, c'est pas les mêmes que les buveurs de bière. Je veux dire, chacun, hein, C'est pas les mêmes que les buveurs de thé. c'est pas non plus les mêmes que les buveurs de thé, mais bon, le thé est quand même en général bénéfique aussi. Ils sont plus proches que les buveurs de bière. Surtout le thé vert, parce qu'on va bientôt parler de la L-théanine, qui est un nootropique majeur. Et donc, tout ça joue, anti-inflammatoire, antioxydant, et puis, bon, des propriétés vraiment spécifiques qui sont bénéfiques pour le cerveau, pour les neurones. Enfin, il n'y a pas que les neurones, hein, il y a toute la microglie. Enfin, il y a plein de cellules dans le cerveau, mais on n'est pas là pour se lancer dans l'anatomie et l'histologie du cerveau. Mais donc tu veux dire que le café, ce n'est pas un nootrope? Si, c'est la caféine que je trouve Oui, un pardon. bel stimulant, mais quand on la consomme dans le cadre d'une tasse de café avec les limitations que j'ai données, il y a un effet nootrope, oui, bien sûr, parce qu'il y a un effet mais attention, hein, c'est subtil cette histoire de café, parce que si vous avez besoin du café pour sortir d'une espèce de brouillard qui vous affecte au début de journée, c'est suspect. Ok, ça c'est pas logique. Moi, j'ai pas du tout ça. Je suis pas comme un zombie. De toute façon, moi, je dois nourrir mes 4 chats. Le chien, il mange plus tard, mais les 4 chats, ils veulent manger avant que j'aie l'idée même de me faire une tasse de café. Donc, je suis pas sur le café pour dire de me booster en début de journée, parce que ça, c'est déjà un peu les gens qui ont des surrénales trop basses et qui ont besoin d'un boost. Et là, on retombe dans la béquille. stimulation. Oui, ça c'est pas bon. Alors, les surrénales, peut-être c'est l'occasion de refaire une passerelle dans les nootropes ou nootropiques, bref, tout à fait connus. Reconnu, il y a évidemment des plantes. D'ailleurs, vous qui avez quand même travaillé sur le sujet, encore bien, me direz-vous, vous aviez répertorié des plantes comme la Rhodiola rosea, le Ginkgo biloba, qui sont des plantes reconnues comme ayant des activités nootropiques, mais qui sont aussi des adaptogènes, donc des plantes qui sont bénéfiques pour la fonction surrénalienne. Donc, vous voyez, ça nous ramène vers les surrénales. Alors, ce qui va nous ramener massivement vers les surrénales et vers mon dada absolu, au-delà des génotypes, j'ai un deuxième dada, c'est évidemment la prégnénolone, qui est
le stéroïde Princeps, hein, qui est une modification du cortisol par un seul enzyme, si je me souviens bien, c'est le cytochrome P450 11A1. Tu peux dire ce que tu veux là, Georges, en fait. Les commentaires, non, mais les commentaires, il y a quelqu'un qui va dire ah docteur, non, vous êtes planté, c'est pas le 11A1, c'est le 11A2. Il va falloir que je fasse mon mea culpa et aller vérifier, etc. Non, 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 il n'y a pas que nous là en live, il y a Il y a du des monde centaines derrière. de gens qui vont Des scruter. millions, des millions. N'hésitez Oui, pas à poser vos questions d'ailleurs, hein. Toujours comme d'hab, Oui, je le répète, le mais docteur Mouton, il va scruter les commentaires et. corriger ce qu'il faut Ouais. corriger, parce que Par voilà, contre, c'est bien. Georges, il va nous falloir la liste des nootropiques qu'on puisse y retrouver et limite comment les utiliser et pourquoi les utiliser Ouais. ou pourquoi ne pas les utiliser, Georges. C'est vous qui alliez faire ça quand on a fini pour votre description de la vidéo. Vous croyez quoi, la description de la vidéo? C'est vous qui faites ça. Hein? Bon, on va voir. On va déjà voir si on. La prénénolone, du coup, il y a aussi. Prénénolone, bon, ça, éventuellement, celui que ça intéresse, bon, là, j'ai 20 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est mon sujet quasiment favori avec la thyroïde. La prégnénolone, qui est donc ce cholestérol un peu tripoté où on enlève en fait un petit machin qui dépasse de la molécule de cholestérol, on le coupe, on le modifie. Et la prénolone est la source de toutes les hormones stéroïdes du corps humain. Toutes, sexuelles, surrénaliennes, minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes, you name it, comme on dit en anglais, you name it, vous le dites. Puis bon, voilà, tout ce que vous allez dire rentre là-dedans. Et cette prégnénolone, pour quand même venir au fait, est considérée officiellement, plein de justifications sur PubMed, bien entendu, comme la meilleure molécule pour la mémoire. Oublions le ginkgo biloba, qui est aussi un nootrope et qu'il fallait citer, qui est une plante que je ne néglige pas, mais c'est quand même un peu du pipeau à côté de la prénénolone. Avec évidemment la différence, c'est que le ginkgo biloba, tout le monde peut en prendre, essayer, voir si ça aide. C'est pas miraculeux, mais c'est pas non plus complètement négligeable. Il y a de bonnes études scientifiques sur le ginkgo biloba dans le domaine de la mémoire. Mais évidemment, la prénénolone, c'est pas du tout la même chose. Ça ne peut aider que si on en manque et qu'on corrige un déficit. On va pas prendre de la prénénolone pour améliorer sa mémoire en aveugle. On dose, on en manque, et évidemment, là, on va améliorer des trucs comme le foggy brain, les fatigues et les machins, et ça va certainement aussi aider le sommeil. Foggy brain, encore un anglicisme pour dire brouillard mental. Hein. Le foggy brain, même les foggy Français. brain, mais. Quand je dis brouillard mental, les Français me corrigent et me disent ah, vous voulez dire brain fog. Ils disent pas foggy brain, ils disent brain fog. Donc, oui, brouillard mental, mais comme substantif, pas comme adjectif pour fog. Bref, mais toujours est-il que cette prénolone donc doit pas être prise sans être dosée. Il faut une prescription en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais on est en Europe. Et donc, va améliorer aussi le sommeil parce que la prénénolone est le précurseur direct de la progestérone. C'est quasiment impossible de donner une dose significative de prénénolone à quelqu'un sans qu'on voit le taux de progestérone augmenter. Or, la progestérone, c'est le somnifère naturel. C'est celui qui sauve les femmes en pleine transition vers la ménopause qui ne dorment pas. C'est le DOLA. C'est le DOLA, Georges. C'est quoi le DOLA? Déficit œstrogénique lié à l'âge. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi c'est un précurseur aussi direct des oestrogènes? Non, parce que la prénénolone va donner beaucoup plus d'impact sur la progestérone que sur l'œstradiol. C'est pas exclu d'avoir une transformation de l'œstradiol, parce que toutes ces voies des synthèses le corps fera ce qu'il veut, de toute façon. stéroïdes sont toutes connectées entre elles. Ce qui est un peu plus facilement converti en œstradiol, c'est la DHEA, qui elle-même vient de la prégnénolone, mais la voie prégnénolone, DHEA, œstradiol est très très peu efficace. La voie prégnénolone, progestérone est très efficace. Et alors il y a une troisième voie qui est la voie, alors c'est voie se ramifie après, mais ça c'est les trois voies de départ, qui est la prégnénolone vers le cortisol, parce qu'il est évident qu'il n'est pas possible de fabriquer la moindre molécule de cortisol sans utiliser au départ une molécule de prégnénolone. Donc c'est cortisol, donc c'est hormone de stress, mais aussi
glucocorticoïdes, stabilisation de la glycémie de Vincent, ça, son cortisol, Et moi, pompe. j'ai une prénolone élevée et une DHEA explosée. Donc, du coup, de ce que j'ai Haute, pu. Non, explosée. à basse. Ouais. Donc, Quoi, sûrement un détournement vers la voie du cortisol, tu vois. Ah ouais. Oui, mais Bon, alors, tu utilises beaucoup de cortisol pour stabiliser ta glycémie. Je te rappelle, Vincent, ouais. on l'a pas dit tout à l'heure, mais comme tu Il reviens y a les avec deux ton voies, il y a les deux voies. En fait, ceci, c'est une consultation privée de Vincent, c'est ça. Les autres. Ah, mais après, en off, je vais venir te chercher, Georges, hein, je suis obligé. Et donc, je suis en vacances. Ça s'appelle le cortisol stealing de la prénénolone. Hein. Elle part toute dans le cortisol. Et alors, pourquoi est-ce que le cortisol est un glucocorticoïde? Parce que quand tu as ce pic de glycémie qui vous sembliez ou à la limite apprécié, non, mais les vrais hommes ont des pics de glycémie. Bon, bah, écoute, je sais pas, On n'est pas les faibles. mais c'est pas tout à fait la même nature. Et donc, ces pics de glycémie sont suivis par des crashs, je le répète, mais c'est évidemment fondamental. Et alors, qu'est-ce qui fait chuter le pic? C'est l'insuline, mais l'insuline est trop puissante, provoque un crash. Et comment est-ce que la glycémie sort du crash et revient à la ligne de base? Avec le cortisol, les petits gars. C'est pour ça que ça s'appelle un glucocorticoïde, parce que c'est pas l'insuline qui fait remonter après le crash, c'est le cortisol. Donc, plus tu as des pics, plus tu as des crashs, plus tu utilises des glucocorticoïdes. Donc, le cortisol a deux rôles, c'est l'hormone de stress, mais c'est aussi un glucocorticoïde qui récupère les crashs Stabilisateur. induits à cause des erreurs alimentaires. Moi, j'ai une question, c'était magnifique, mais en fait, moi, ma femme, elle a acheté du matcha et ça me coûte un bras. Est-ce que c'est vraiment un nootropique, la L-théanine, qui vient du matcha ou pas? Ben, si on a vidé le sujet pregnénolone, on peut enchaîner. Est-ce que j'ai encore un truc à dire sur la pregnénolone? Ben non, voilà, ça doit être quand même fait médicalement, etc. Mais c'est clair que si on a une pregnénolone écrasée, c'est une priorité absolue pour le fonctionnement du cerveau. Hein. Mémoire, première molécule pour la mémoire avant toute autre. Bon, mais Et écoute, pourquoi se faire doser ça, Georges? Tu peux juste nous citer les symptômes, c'est brouillard mental, du fatigue, mal à se lever le matin. fatigue. Ça touche l'immunité, ça va aussi interférer avec la bonne activation des hormones thyroïdiennes qui va pas pouvoir se faire si les surrénales. C'est basique. En plus, vu que c'est le précurseur de toutes les hormones stéroïdes, on va avoir plein de phénotypes selon les gens. Alors, ces voies biochimiques des synthèses des stéroïdes naturels humains, confondons pas les stéroïdes naturels humains, qui sont des molécules dont on a besoin, etc., avec les corticostéroïdes synthétiques qui sont infiniment plus puissants, qui sont à réserver pour des traitements de maladies sérieuses, notamment inflammatoires, auto-immunes graves. Mais ces voies de biosynthèse des stéroïdes sont aussi affectées de polymorphisme. Moi, je rêve d'un jour où on aura les génotypes de toutes ces voies-là et on pourra prévoir que pour une personne donnée, quand on donne de la prénolone, elle va aller davantage dans cette voie-là. Tout ce qu'on peut dire sans avoir cet outil-là, c'est qu'en général, on doit s'attendre à un très bon effet sur la progestérone quand on utilise la prénolone, mais c'est pas garanti. Enfin, c'est garanti jusqu'à une petite mesure, mais certains vont très bien convertir, d'autres moins bien. Certains vont faire un peu plus de stradiol que ce qu'on a prévu. Donc, il faut mettre en place, si on manque de prénolone, et puis il faut quand même aller vérifier les effets, parce qu'ils ne sont pas totalement prédictibles, vu que les polymorphismes affectent toutes ces voies de manière parfaitement individuelle, comme tout polymorphisme qui se respecte. Pour ça, allez voir votre endocrinien ou votre médecin fonctionnel. Les endocrinologues, en général, ils ne connaissent pas la prénénolone et ils la confondent avec la prednisolone, qui n'a rien à voir, qui est un stéroïde synthétique hyper puissant qu'ils utilisent dans des indications bien précises. Et bien souvent, pour eux, ils entendent prénénolone, ils comprennent
prénisolone et ils se disent mais ils sont fous, ils donnaient 80 mg de prénisolone, il va tuer la personne. Oui, mais ça, si c'était de la prénisolone et pas de la prénisolone. Donc malheureusement, là, c'est vraiment un domaine spécifique de la médecine fonctionnelle parce que les endocrinologues sont rarement à jour. Et la Ouais. prénénolone, c'est aussi pour toi un indicateur de la santé mitochondriale, vu que cette Ces métabolisation du synthèses, cholestérol se passe dans la mitochondrie? oui, toutes ces synthèses des stéroïdes se font dans la mitochondrie. Donc, en tout cas, ce sont des choses qui vont coexister. Bon, maintenant, la poule et l'œuf, je sais pas, mais c'est clair que de toute façon, on peut tout ramener perpétuellement à la mitochondrie. Hein. C'est quand même là que beaucoup de choses se passent, y compris des nootropes à venir fascinants. Bon, Et le théanine, matcha? voilà, théanine. Parce que Ouais, le ouais, matcha, si. c'est comme le mur de Georges, j'ai l'impression. C'est un peu cette couleur un petit peu vert éclatant, quoi. Oui, mais attention, la théanine, c'est pas ça qui est vert dans le truc. Hein. Ah, Donc, la théanine, la L-théanine, c'est un acide aminé qu'on trouve effectivement dans le thé vert. Donc, ça se crée lors de la fermentation des feuilles de thé. Et donc, dans le thé noir, il y en a beaucoup moins. C'est pas qu'il y en a pas, mais il y en a nettement moins. Bon, ceci dit, on n'utilise pas des conteneurs de thé vert pour en extraire la théanine. On la synthétise de novo. Hein, c'est une petite molécule facile à produire. C'est un petit acide aminé tout à fait banal, mais qui n'est pas humain. Donc, on n'a pas cet acide aminé dans nos protéines. Hein. Pierre, si ton épouse commence à intégrer la théanine dans ses protéines, elle va avoir une tête un peu de travers. Donc, à mon avis, ça ne va pas se passer. Mais c'est une molécule tout à fait fascinante. D'abord parce qu'elle est extraordinairement bien tolérée. Effet secondaire, bof. Alors, le problème, c'est qu'elle est souvent sous-dosée. Alors, il y a des études avec 100 mg de théanine. Franchement, je ne sais pas qui a été pondre ça, c'est plutôt du placebo. Bon, maintenant, si ça fonctionne, ça fonctionne. Les études ne sont pas toujours mauvaises, mais pour avoir les effets espérés de la L-théanine au niveau de la sérénité, de l'attention. C'est surtout la première propriété que je mettrais en avant avec la L-théanine, c'est la capacité d'arrêter les ruminations et les pensées, comment je vais appeler ça, ouais, c'est Alexandre? ça. Rumination. Négatif. Oui, les Non, pensées, ruminer, c'est bien. oui, qui tournent en boucle, notamment la nuit, mais pas que. Hein. Et donc, ça peut se prendre le jour, la nuit. C'est une molécule qui a été utilisée pour des enfants scolarisés, mais qui étaient distraits, qui étaient, comment est-ce qu'on appelle ça, ADHD, déficit d'attention. Hein, donc, oui, je retombe sur les acronymes en anglais. Hein. En anglais, là, ça nous emmerde. Et donc, cette théanine est tout à fait génial parce qu'on la donne à des gosses à l'école qui sont distraits et ils sont plus concentrés. Donc, c'est pas quelque chose qui assomme, mais quand on ne s'endort pas ou surtout quand on se réveille à 3-4 heures du matin, j'ai fait des vidéos là-dessus tellement c'est remarquable. Je pense avoir aidé beaucoup de gens à mieux dormir, à mieux se rendormir. Parce que c'est pas grave si on se réveille la nuit. Quand on devient plus âgé, les petits gars, vous connaissez pas ça. Vous avez des sommeils de bébé, vous allez au lit, vous vous réveillez 7 heures plus tard. Vous avez La dormi, prostate va bien. la prostate va bien. Parfois vous vous levez plus tôt, mais ça c'est parce que vous avez fait pipi au lit. Ça peut quand même arriver, évidemment. C'est pas impossible. Mais toujours est-il que quand les années passent, on n'a pas des nuits complètes. Et le danger, c'est le soir, on est crevé, on s'endort. Donc ça, les gens se disent, ah, mais moi, je m'endors facilement, c'est très bien. Ah oui, mais ça suffit pas. Est-ce qu'on se rendort quand on se lève à 3-4 heures du matin? Et là, si c'est pas le cas, c'est catastrophique. Parce que là, on fout sa journée en l'air et ça peut vraiment être dramatique. Là, la théanine, c'est miraculeux. Hein, donc, on va pas parce que ça. On la retrouve où alors? En soi. Mais en plus, la théanine a ceci comme propriété, c'est de booster la phase de sommeil profond à mouvement oculaire lent, par opposition au mouvement oculaire rapide qui est le sommeil paradoxal, donc le rêve.
hein. Donc, c'est peut-être un peu dépassé, mais moi, j'aime encore bien. Donc, les phases de sommeil, il y en a 4. Les sommeils superficiels, légers, c'est N1 aux phases d'endormissement. On n'est pas encore tout à fait en train de dormir, c'est relativement court. Puis N2, c'est un sommeil léger. Puis N3, c'est un sommeil profond, un mouvement oculaire lent. Et alors N4, c'est le sommeil paradoxal, donc le rêve, mouvement oculaire rapide. Et la théanine booste la phase N3 et aussi N4, mais surtout N3. Or, dans la phase N3, et c'est là que la propriété nootropique évidemment se manifeste, la phase N3 a ceci de particulier, c'est que c'est la période du sommeil profond, mais voilà, du sommeil vu globalement, où alors, je ne sais pas le terme français en anglais. Vous allez m'aider. Régénération. Oui, mais plus spécifiquement, on enlève les connexions neuronales qui sont obsolètes, qui ne servent plus, et on recrée des nouvelles connexions fonctionnelles en fonction de l'évolution du. Bravo, Vincent. C'est la neuroplasticité, Vincent. Bravo. Il y a un peu de nettoyage aussi des neurotransmetteurs. Oula, neurotransmetteurs, pardon. Oula. Bye bye.